Bonsoir à tous, bienvenue dans iWeek, toute l'actu Apple en direct. On est mercredi, il est 20h très précisément. Merci d'être au rendez-vous de ce 33e numéro de la saison 6 déjà. Impressionnant, avec une heure qu'on va passer ensemble. On est à J-5 de la keynote de la WWDC, la conférence mondiale des développeurs Apple. C'est pour donc lundi prochain, on sera en direct avec vous. Évidemment, vous avez sans doute vu la bande-annonce qu'on fait tourner depuis quelques jours déjà sur tous les réseaux et sur Watch. On sera là avec toute la bande à partir de 18h30 lundi pour vous faire vivre cette grande conférence à San José. On va en parler dans la deuxième moitié de l'émission, donc restez avec nous. Et puis on a du lourd ce soir avec nos amis de ce soir que je salue. Alors je vous salue tous, mais je vous salue notamment vous trois. Bonjour. Les garçons, un iWeek 100% masculin ce soir. Et oui, on va faire avec, on va s'en contenter. Je salue d'abord le plus méridional sans doute de nous quatre, c'est toi Élie. Salut. Eh oui, salut, bonsoir Benjamin, bonsoir tout le monde. Bon, ça va, J-5 ? Écoute, oui, on est prêt, hein. Franchement, j'espère que ça va être une grande keynote. Bon, allez, je te pose la question qui fâche tout de suite, ou qui peut exciter tout le monde. Est-ce qu'on va avoir le Mac Pro lundi ? Je ne crois pas. Oh là là là. Non, je pense que ça va être une keynote software. Désolé. Rétro, oiseau de mauvais augure. Moi, j'y crois et on va en discuter tout à l'heure. Je passe la parole au deuxième garçon du Sud. Enfin non, en fait, vous êtes tous les trois du Sud, je dis n'importe quoi. Puisque toi, Gilles, tu es dans le Sud-Ouest plutôt. Salut. Tout à fait, dans le Béarn, un peu. Salut. Terre de pâte d'amande, entre autres. C'est plutôt un peu plus à l'ouest, encore au Pays Basque. Je te charrie. Tu m'as fait un très joli cadeau pour mon anniversaire. Et Gilles m'a envoyé une sélection de petites pâtes d'amande qui ressemblaient un peu à des makis, vous savez, ces petites préparations japonaises. C'était délicieux. Je te remercie publiquement, Gilles. C'était vraiment très sympa. Ravi de te retrouver. Et puis, alors, un éclairage de star pour Frédéric Cavaillé. Salut Fred. Salut tout le monde et content d'être avec vous. Nous aussi, on est ravis de te retrouver. Là, on dirait que tu fais un duplex sur CNN, là, quasiment. Ah, super. Ah ouais. Très sympa de t'avoir avec nous. C'est moi qui te remercie. Et voilà. Donc, on va évidemment parler dans un instant du nouvel iPod Touch, parce que oui, Apple vient de sortir un nouvel iPod Touch. 7e génération, si je ne me trompe pas. Voilà. Vous nous direz évidemment ce que vous en pensez. Et puis tout à l'heure, Gilles, et c'est juste en amuse-bouche, tu vas nous parler d'un contrôleur de clim que tu as testé, compatible HomeKit, de chez Tado. Allez, juste pour nous faire envie, ça vaut le coup d'attendre pour ton test ? Pour mon test et puis pour le reste, mais je vous en dirai plus tout à l'heure. Bon, très bien Gilles. On va commencer tout de suite avec le premier de nos sujets de ce soir. Ce sont évidemment les nouveaux MacBook Pro qui ont été annoncés il y a quelques jours. Alors, vous le savez, Command IT la semaine dernière, on a un peu chamboulé nos programmes, du coup on n'a pas pu être en direct avec vous. Les nouveaux MacBook Pro, on les attendait là pour le début de l'été. Oui. Ils sont arrivés. Bon, c'est des nouveaux, mais il n'y a pas de révolution. On va parler du clavier dans un instant. D'abord, on va commencer par les caractéristiques globales de ces machines. Eddie, peut-être que tu peux nous dire qu'est-ce qui change vraiment ? En fait, c'est un speed bump un peu mineur parce que, et d'ailleurs, quand on parlait de l'annonce tout à l'heure, en fait, ils n'ont pas été annoncés. On a découvert comme ça le soir qu'ils étaient
non pas sur la homepage Apple, non pas avec une fermeture du store. Donc toutes les traditions sont chamboulées, c'est une catastrophe. Donc il fallait se connecter sur le site Apple, aller voir les produits et voir qu'il y avait marqué nouveau. Et on dit ah bon, pourquoi nouveau? Et donc du coup on a cherché. Et oui, alors qu'est-ce qui a changé? Le 13 pouces et le 15 pouces MacBook Pro ont donc été speed bumpés, à savoir il y a une nouvelle génération de processeurs Intel qui vont jusqu'à 8 cœurs. 8 cœurs, comme il y a toujours 2 processeurs dans les ordinateurs Apple, ça veut dire qu'on peut monter jusqu'à 16 cœurs, ce qui est pas mal. Et donc, sur le haut de gamme, en particulier, on a du i9, alors qu'avant, on avait du i7, le i9 étant uniquement en configuration à la demande. Ouais. Donc, tout ça nous donne un 13 pouces qui n'a pas vraiment changé énormément, même si on a augmenté le nombre de cœurs, et un 15 pouces qui, lui, bénéficie, et c'est une bonne surprise, de performances meilleures, cette fois-ci c'est pas incrémental, mais vraiment meilleures, pour le même prix. Ouais. Parce qu'avant, un i9, ça coûtait quand même cher, tandis que là, toujours pour 3299, on a un i9 qui... Bon, c'est quand même 3299, mais le processeur est meilleur. Par contre, pas de changement dans la mémoire, pas de changement sur le type de SSD que j'ai vu, et pas de changement sur la carte graphique, même s'il y a des cartes graphiques en option. Mais ça n'a pas vraiment bouleversé le paysage, on va dire. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que le MacBook Pro reste toujours aussi cher quand même. Il n'y a pas de nouvelles de ce côté-là. Je ne l'ai pas changé, donc c'est pour l'instant. Bon, c'est vraiment, c'est un problème. C'est vraiment une machine qui est devenue très chère au fil du temps. Je ne sais pas comment tu perçois ça, toi, Gilles. Il y a quoi, il y a 3-4 ans, les prix ont explosé. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Je ne sais pas si c'est une erreur d'appréciation de ma part. Non, ça va avec l'appréciation. Ouais. Ton appréciation est juste, elle va avec l'appréciation du dollar par rapport aux autres monnaies et l'euro faisant partie du lot. Tim Cook s'en plaint régulièrement lors de son petit café avec les téléphoniques, avec les analystes des banques d'investissement. Du coup, le prix du matériel Apple est plus cher pour les marchés étrangers qui représentent 60% du mix Apple, des ventes d'Apple. Et donc, on est revenu au temps du début des années 2000 où le MacBook, le PowerBook, souviens-toi? Oui, à l'époque. Oui. Représentait un investissement conséquent. On a une embellie avec le renchérissement de l'euro, où on avait pratiquement $1 informatique hors taxe qui équivalait à $1 euro informatique toute taxe. Maintenant, ce n'est plus le cas. Ouais. Mais quand même en dollars, les MacBook Pro, je ne vois pas tellement d'écart en fait en prix, parce que si tu ajoutes les 10% de taxes, qui est en général ce qui est pratiqué dans les États américains, il n'y a pas une énorme différence, quoi. Il reste cher même en dollars. C'est que le 15 pouces a pris haut de gamme, a pris la place au point de vue tarifaire du 17 pouces, de l'ancien 17 pouces. On reste dans cette marge des 3000 €, 3000 $, un tout petit peu au-delà pour les modèles très haut de gamme. Bon. Et ça reste très très cher pour un écran. Alors on va peut-être en parler avec Frédéric, mais il y a une rumeur par rapport à un MacBook Pro. Attends, on va y venir. D'abord, on finit sur ceux qui viennent d'arriver. On vous parle de la rumeur juste après. Sur les prix, Fred Oui. Ben, moi, personnellement, je trouve qu'ils ont monté. Oui. De plus en plus, je le vois. Ensuite, je pense, j'ai toujours dit depuis longtemps, il faudrait que Apple baisse un peu les marges pour baisser les prix, qu'ils rognent un peu, que les actionnaires ont moins dans la poche. Tu parles de leur marge, pas des nôtres, parce que plus bas que ça... Non, je parle pas des APR, je parle vraiment d'Apple même. Ils peuvent faire un effort dessus s'ils veulent bien.
Ce qui a changé, tu sais... Vas-y, Gilles, pardon. Non, je disais, ce qui a changé, c'est qu'à l'époque de Steve, il se préoccupait globalement des produits, etc. À l'époque, Tim Cook, il se préoccupe des actionnaires. Les actionnaires rognaient sur les marges et sur les dividendes, c'est pas leur priorité. Hein. C'est ça le problème. Il rogne sur les marges tout de même. Ils se font sticoter, toujours pareil, tous les trimestres, à 0,5% sur la marge brute et le prix des composants. Et là, cette marge brute, elle est plutôt en baisse de l'ordre de 1%. Moi, il y a deux évolutions technologiques dont Apple s'est servi un peu comme prétexte, selon moi, pour augmenter les prix en dehors effectivement de l'évolution du cours d'échange. C'est le passage à l'écran Retina. Le SSD. Oui. Et la touch bar. La touch bar aussi. La touch bar a rajouté entre 300 et 400 euros au prix de la machine. Et l'écran Retina aussi. Hein. Oui. Donc, et le SSD ça fait 800 euros grosso modo entre les deux, quoi. Sauf que l'écran Retina maintenant est dans toute la gamme puisque ça part du MacBook Air 2018 qui est déjà Retina, le MacBook 12 pouces est Retina, donc maintenant toute la gamme portable est Retina. Par contre, le Touch Bar, lui, n'est que sur le MacBook Pro haut de gamme, pas le premier modèle. Et Apple nous a expliqué qu'en fait, il y avait WatchOS, l'équivalent d'un WatchOS à l'intérieur de la Touch Bar, et que donc, grosso modo, cette Touch Bar, ça vaut le prix d'une Apple Watch, grosso modo. D'accord. Bon, c'est vrai que c'est un écran OLED, hein, la Touch Bar de mémoire. C'est ça. Bon, c'est une technologie relativement chère. Oui, et ça fait très peur quand on va parler du sujet sur les rumeurs sur un 16 pouces. Voilà. Alors, on y vient dans un instant, mais avant ça, je voudrais quand même qu'on s'arrête sur le sujet qui reste brûlant quand on parle MacBook Pro et qui fait hésiter beaucoup de ceux qui veulent investir ou qui ont besoin d'en acheter un. C'est le fameux problème du clavier papillon. Oui. Puisqu'on est maintenant à la quatrième génération. Quatrième, oui. Hein, c'est ça. Alors, si on va sur le site de nos amis d'iFixit, repris par Mac Rumors ici, ils ont, comme d'habitude, désossé le MacBook Pro, le nouveau, dès qu'il est arrivé. Et donc, on voit côte à côte, à gauche et à droite, le mécanisme qui est sous les touches et la membrane, la fameuse membrane. Alors, ils ont fait analyser la membrane. Parce que c'est vraiment, on est dans les subtilités de subtilité. Et donc, le matériau de la membrane aurait changé. Les membranes 2018 étaient en polyacétylène et la membrane 2019 est en polyamide, c'est-à-dire en nylon. Est-ce que ça va tout résoudre? Il faut l'essayer, mais il y a des gens qui ont testé les 3 générations. Et qui ont dit que la quatrième, enfin, puisqu'on pensait que normalement la troisième, ils auraient réglé le problème, il a fallu attendre la quatrième, mais il semblerait qu'elle soit mieux. Oui, heureusement qu'elle n'est pas moins bien. Alors ce qui est drôle, je ne sais pas si tu faisais référence à MacG notamment, ils ont notamment testé le bruit émis par chacune des générations de claviers. Alors les fichiers sont sur SoundCloud, on les trouve sur leur site. Bon, c'est pas scientifique, mais ils ont tapé la même phrase dans les mêmes conditions sur les 3 générations de MacBook Pro. C'est plus bruyant. Et donc, vous pouvez entendre le bruit du clavier. Bon. Et vous savez où est le piège là-dedans? Non. Bon, alors, si quelqu'un a un problème de clavier, vous savez qu'il y a un programme de garantie étendue Apple pour les claviers. Qui va jusqu'à 4 ans. Hein. Donc, même une machine jusqu'à 4 ans a le droit d'avoir son clavier remplacé gratuitement par Apple, ce qui est très bien. Mais, quelle que soit votre machine, on va vous le remplacer par un clavier de 3e génération et non pas de 4e. Même si vous le demandez à genoux, non, vous n'aurez pas le dernier. Donc, vous allez avoir un clavier de 3e génération et si, une fois que vous l'avez reçu et changé, vous râlez, là, on va vous autoriser à le changer par un de 4e génération. Mais non. C'est juste pour rendre fou nos techniciens, parce que vous savez qu'il faut 2h30 pour changer un top case de MacBook Pro.
Donc c'est ce qu'on a lu, c'est pas la procédure officielle, mais on a lu que dans tous les cas, le premier que vous recevez est un troisième par un quatrième. Et Apple s'engage à rembourser ceux qui ont payé avant. Oui. Ah, je sais pas. Oui, c'est possible. Ça, je l'ai vu sur Internet. Apple s'engage à rembourser ceux qui ont payé les trucs en charge d'avant. Mais juste, Élie, que je comprenne, je croyais qu'il y avait une incompatibilité physique entre le clavier de 4e génération et les modèles plus anciens. Ah, ce qui expliquerait, ça j'étais pas au courant, ce qui expliquerait cela, parce que légère, en tout cas, oui, en tout cas, je sais que quelle que soit la machine, ça va être remplacé par un clavier de 3e et non pas de 4e. Mais si effectivement il y avait une incompatibilité, alors là, oui, c'est possible. Si tu achètes un MacBook Pro 2019 et que dans 8 jours le clavier pose problème, ah oui. Il ne te remet pas en 3e génération dessus quand même. Non. Tu me rassures. Bon, en tout cas, c'est le sparadrap d'Apple là depuis un an et demi, 2 ans. Et on va donc en venir au vrai nouveau MacBook Pro qui pourrait arriver, si je lis bien, à la fin de l'année, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Alors, je peux faire une on peut rêver là? Non, moi je pense que c'est vrai. Les nouveaux ne font pas rêver, hein. C'est juste un petit bug. Pas changé. J'ai pas changé. On peut rêver avec les nouveaux? J'espère. Ah oui. Alors on parle de quoi? On parle d'un MacBook Pro 16 pouces. 16 pouces avec un écran Samsung qui ils sont je crois en négociation avec Apple pour faire des échantillons qui seraient plus fins pour faire plus d'espace pour mettre plus de choses. Surtout ce serait un écran OLED. Ce qui serait intéressant sur un MacBook Pro. Mais le problème, c'est le prix. Ben oui. Combien il va coûter? Je sais pas, aujourd'hui... J'ai peur qu'avec un écran OLED, ça devienne stratosphérique. C'est un peu ça. Moi, je vois bien un MacBook Pro pratiquement au prix d'un iMac Pro, c'est-à-dire d'entre 4 000 et 5 000 euros, histoire de nous faire mourir un peu. Mais on parlait de prix des écrans OLED. Oui, en informatique, parce qu'aujourd'hui, un téléviseur OLED, au départ, quand ils sont sortis, ils étaient à 10 000 euros, mais je parle d'écrans 65 pouces. Ouais. Aujourd'hui, les écrans OLED ont dégringolé. Donc, et on parle d'écrans qui sont minimum à 55 pouces en OLED. Il n'y a pas des OLED 20 pouces. Donc, bon. Et même si on va plus loin, je ne sais plus le nom de ces Chinois qui se trompent jamais dans les prédictions d'Apple, annonce je sais pas quoi. Tout à fait. Annonce en 2021 des nouveaux MacBook Pro avec le mini LED, la nouvelle technologie. Oui. Pour 2021. Bon, on aura le temps d'en reparler, c'est l'avantage au moins. Mais je pense que plus on va monter dans les années, plus les prix vont monter. Ouais. Oui. Non, il y a un prix. Il y a un prix à partir duquel les consommateurs n'achèteront pas. Tout à fait. Là, je suis d'accord avec toi. On a vu ça dans les iPhones. C'est ce que dit Apple en interne, et même quand ils communiquaient, ils disaient c'est le marché qui décide. Il y a un point qui m'intéresse quand même sur cette rumeur de MacBook Pro pour la fin de l'année, c'est le passage à 16 pouces. Comment vous comprenez ça? Parce qu'il y avait un 17 qui a été arrêté. Alors pourquoi à nouveau agrandir la taille de l'écran? Alors, c'est un débat compliqué parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes, il y a deux choses. Il y a la résolution de l'écran et il y a la taille de l'écran. Depuis les écrans Retina des MacBook Pro en particulier, mais maintenant c'est dans toute la gamme, quand tu regardes la résolution, c'est-à-dire le nombre de pixels verticaux et horizontaux, et non pas la diagonale de l'écran mesurée avec une règle, tu vois que les 13 pouces Apple d'aujourd'hui ont la résolution des 15 pouces d'avant, puisque c'est des résolutions de 1440 points par 900, je parle en pixels, alors que les 15 pouces ont une résolution de 1050 pixels, qui est la résolution du 17 pouces d'avant, 1650 par 1050, qui est la résolution du 17 pouces d'avant. Donc, moi, des fois, je le présente comme ça à mes clients, quand ils me disent « Oui, mais Apple n'a pas de 17 pouces », je dis « Écoutez, vous avez un 17 pouces sous les yeux, sauf qu'Apple l'a un peu rétréci, parce qu'au niveau de la résolution, vous avez une résolution de 17 pouces, vous pouvez même monter
à 21 pouces. Donc, si ce que vous voulez, c'est la résolution, monsieur, voilà une machine merveilleuse à 3 000 € qui est en fait un 21 pouces dans la taille d'un 15. N'est-ce point magique? Et généralement, les gens adorent ça. Et je leur dis, si vous voulez la résolution d'avant, un 13 pouces, je le mets en résolution 1280 par 720, qui est la résolution des 13 pouces d'avant, des premiers MacBook Air. Ils disent, ah oui, c'est gros comme ça. Je dis, eh oui, vous voyez, maintenant, Apple, grâce à ces merveilleux écrans, on vous donne la résolution que vous voulez dans une petite taille que vous pouvez emporter partout. Mais alors, malheureusement, je ne sais pas quel serait l'intérêt d'un 16 pouces. Ouais. Quelle résolution on va lui donner? Excuse-moi, Frédéric. Non. Je dis malheureusement, c'est pas tous les bons vendeurs, comme ça, les magasins, que ta façon d'expliquer. Quand les vendeurs ne seront pas expliqués comme ça, les gens ils vont rien comprendre, quoi. C'est dommage. Mais moi, je fais la démo, c'est-à-dire que avant de leur parler de chiffres, ça doit marcher, je pense. Mais bien sûr, parce que si je leur parle de chiffres comme ça, ils ne comprennent pas un mot. Mais avant de leur parler d'un chiffre, je dis, regardez, voilà, j'ouvre au moniteur, je dis, regardez, là, vous avez un 15 pouces, regardez la résolution. On est bien d'accord que c'est la résolution des anciens 17 pouces. Et d'ailleurs, comme j'en ai un, je peux le sortir. Et je dis, voilà la résolution, voilà l'écran, voilà la taille. Vous voulez comparer avec un 13 pouces? Regardez la résolution du 13 pouces d'avant, regardez ce que vous avez aujourd'hui. Mais ça reste visuel, il faut leur montrer. Tout à fait. Alors, la résolution, oui, Gilles. La résolution, c'est la taille d'image que l'on peut afficher à la fois. Oui, les pixels sont plus petits, bien sûr. Ouais. Oui, bien sûr. Plus la résolution est importante et plus la photo qu'on affiche est grande, moins la résolution est grande et plus la photo est retaillée. C'est comme si on taillait sur les bords. Mais d'ailleurs, les pixels sont plus fins, donc en fait l'image, c'est pour ça qu'elle est très belle. Et à l'époque, Apple avait fait cet écran Retina, et d'ailleurs je vous rappelle que la résolution reste de 2800 points par 1800, que vous pouvez afficher avec un petit utilitaire gratuit. Et il l'avait fait de façon à ce que dans Final Cut Pro, on puisse afficher une image Full HD complète dans l'écran qui normalement n'avait pas cette résolution-là, tout en ayant les palettes et les pixels autour, puisqu'en fait, ils ont le secret, mais tout le monde ne peut pas le faire, de réduire une partie de l'écran pour faire un gros affichage tout en maintenant l'affichage à côté. C'est un zoom sélectif que seul Apple est capable de faire dans Final Cut, car ils sont très forts. Ils sont très forts. Bon, alors, cet écran donc, qui serait, on va parler au conditionnel, plus grand, 16 pouces au lieu de 15, et donc de l'OLED. L'OLED, on va juste le rappeler pour ceux qui ne savent pas, c'est une technologie de dalle différente du LCD, du LED. Ce sont des diodes électroluminescentes organiques, et on a des couleurs beaucoup plus brillantes, des noirs profonds, très profonds, puisque avec l'OLED, on peut, en fait, le noir correspond à un pixel qui est éteint dans la dalle. Exactement. C'est pas un noir qu'on simule, on va dire, c'est un noir c'est un pixel qui est réellement éteint. Donc les noirs sont beaucoup plus profonds, donc c'est une image beaucoup plus séduisante. C'est vrai que le Retina en OLED, ça doit être quelque chose d'assez sympa. Dans cette rumeur qui concerne donc le MacBook Pro, on vient d'en parler, et je vais me tourner vers vous sur Twitter dans un instant. Il y a aussi l'iPad Pro qui pourrait arriver avec une version OLED de l'écran. Ce qu'on a lu. Ouais. Oui. Alors, après avec les pincettes. Oui, celle-là est moins sûre, on a moins entendu, mais ça serait pas impossible. Ouais. En tout cas, l'intérêt, qu'est-ce qui pourrait justifier d'avoir un 16 pouces on ne sait pas si c'est 16 pouces 1, 16 pouces 2, on ne sait pas. Ça pourrait être, si Apple voulait nous sortir un MacBook Pro haut de gamme qu'ils appelleraient MacBook Pro 4K, c'est-à-dire qu'ils arrivaient à nous mettre un écran comme ça, parce qu'un OLED 4K qui serait en même temps HDR, pour leur service de streaming vidéo et autres, ça serait la machine de fou pour quelqu'un qui a beaucoup de pognon et qui veut regarder des films sur son ordinateur en 4K HDR. Et alors là, le top du top. Là, je me demande si je craque pas. Mais bon, ça dépend du prix. Ouais, ça peut aussi devenir une machine de montage 4K aussi pour les pros. Une machine de pro. Le problème, c'est que c'est déjà un MacBook Pro. Alors, ils pourraient l'appeler MacBook Ultra Pro. Mais attends, rêvons une seconde. La WWDC est la semaine prochaine. Pourquoi ils ne sortiraient pas un 16 pouces OLED la semaine prochaine à la WWDC? Parce que les écrans ne sont pas prêts.
Mais il pourrait l'annoncer en disant qu'il le livre en décembre. Et je crois que Samsung va pas faire le Mac Pro et le MacBook Pro 4K. Enfin, tu vois ce que je veux dire, mais... Oui. Ça serait beau. Histoire de flinguer leur vente de MacBook Pro là, qui viennent juste de sortir en 4 parce que celui-là va coûter 2000 € de plus, à mon avis. Donc, ils vont rien flinguer du tout. Je vais commencer à... Mais s'ils sortent ça, je vais commencer à mettre des annonces en interne en disant cotisation pour mon pote de retraite dans 2 ans. Comment c'est la cagnotte pour toi. Bon, je me tourne vers vous sur Twitter parce que on vous oublie pas évidemment, mais on est pris dans notre sujet. Donc, je vous salue, vous qui êtes là depuis tout à l'heure. D'abord, je voulais remercier Marcos qui nous a fait un tweet très sympa après la diffusion de la spéciale Commande IT. Très agréable à regarder, dit-il. C'est vrai que c'était sympa, puis c'était sympa de se voir. Et oui, je viens aussi de voir passer un tweet qui nous dit, oui, c'est Patrick Trouche. Salut Patrick, enchanté. Qui nous dit, Eli a une grande taille. Oui, il est grand, Eli. Oui. Vu lors du plateau sur le trottoir du Grand Rex, dit-il. C'est exactement ce que m'a dit Audrey. Elle m'a dit, mais tu es grand. Je fais oui, bien sûr qu'il est grand. Moi, j'avais l'impression de me tasser dernièrement, mais bon. Bon, je vais saluer N. Thibault, un nouveau venu aussi, qui a Steve Wozniak en avatar, donc c'est forcément un ami de la maison. Salut à toi, et il nous dit bonsoir, donc bonsoir en retour. Eric Alliot, un des fidèles, est là lui aussi. Bonsoir à toute l'équipe iWeek, prêt pour une bonne émission comme d'hab. On espère que ça se passe bien. Mehdi, iMehdi officiel, où il revient sur le prix. Voilà. On a dit que les prix avaient explosé. Voilà. Est-ce que c'est réellement trop cher, dit-il ? C'est toujours trop cher, j'ai envie de dire. Mais ils ont vraiment, effectivement, ils sont réellement plus chers qu'avant, les MacBook Pro. Oui. En tout cas, si on a besoin d'un MacBook Pro aujourd'hui, on doit sortir plus d'argent qu'il y a 5 ans. Oui. Bon, évidemment, les machines ont changé, mais la porte d'entrée, le prix d'entrée est bien plus élevé. À propos du problème de clavier, de ce souci-là qui n'en finit pas, Mehdi nous demande, est-ce que ça ne concerne que le MacBook Pro sans touch bar ? Non, principalement, c'est d'ailleurs... oui, le clavier papillon, c'est tous les MacBook Pro. Oui. Et que les MacBook Pro ? Il me semble que dans le MacBook Air 2018, il y a une nouvelle technologie et on ne sait pas si c'est la 3e ou la 4e, mais en tout cas, ce n'était pas une des premières qui posait beaucoup de problèmes. Et puis je découvre le dernier tweet arrivé, celui de Clément Pauillac, que je salue, qui nous dit « Pour la prochaine réelle génération de MacBook Pro, je pense qu'ils feront des boîtiers de taille semblable à l'actuel, mais avec des bordures beaucoup plus fines. La diagonale augmenterait donc, mais pas le form factor. » Ça veut dire qu'Apple gratterait en fait sur le bezel, comme on dit pour les smartphones, Absolument. Sur les bandes noires qui sont autour de l'écran. C'est pas impossible. On aurait une sorte de MacBook Pro bord à bord, quoi, avec un écran bord à bord. Ouais, mais j'ai mesuré, on n'arrive pas à 16 pouces. Donc il faudrait vraiment un petit redesign pour arriver à du 16 pouces. Mais oui, on pourrait. Ça faisait partie des informations qu'avait laissé filtrer notre ami Michouko, qui a dû travailler chez Oracle dans une vie antérieure pour être aussi précis dans ses prédictions. Bon, toujours sur les MacBook Pro, on fait une grosse tranche. Hein, vous voyez, c'est un des 4 gros sujets de ce mercredi soir, parce qu'il y a les nouveaux modèles et puis il y a l'actu qui continue de dérouler sur le reste sur les rumeurs et le reste de la gamme existante. Apple éponge et met des rustines autant que possible sur les problèmes, et donc effectivement on en parlait. Il y a un programme de réparation propre au clavier et l'écran, et aussi au niveau de l'écran. Voilà, donc il y a aussi maintenant un programme de réparation qui concerne les nappes. La nappe, c'est une sorte de bande avec des circuits imprimés intégrés qui la traversent, qui fait la connexion entre l'écran et la carte mère, en fait. Et qui est trop courte. Trop courte. Trop courte. Elle est beaucoup trop courte. Ce qui fait qu'à force d'ouvrir et de fermer,
sur certains exemplaires. Oui. Alors c'est quoi c'est la nappe qui casse ou qui La nappe est extrêmement fragile, donc elle peut casser si on s'en sert beaucoup, c'est ce qu'on voit, mais nous, notre constatation, c'est que quand on est obligé de démonter un MacBook Pro, ne fût-ce que pour changer le touch bar ou changer le top case pour le clavier, etc., il est arrivé que certains de nos techniciens qui ont des années d'expérience en démontage de portables Apple cassent cette nappe tellement elle est fine. Et donc, il y a on a un technicien très senior qui prend tous nos techniciens, y compris les techniciens certifiés, la première fois qu'ils vont démonter un MacBook Pro, il dit, je vais le faire avec vous, je vais vous montrer, et c'est presque au millimètre, et même comme ça, on en casse. Le problème, c'est que quand tu casses la nappe, des fois, il faut que tu changes l'écran. Donc, au niveau de la réparation, c'est pas pareil. Hein. Donc, je comprends pas que Apple, une grosse entreprise, en fait un câble trop court, quoi. Je comprends pas. Je me pose la question. Je sais pas. Mais des fois, tu sais, il y a 2 mm, je pense. Hein, ça doit être. Oui. Mais des fois, pour caser tout ce qu'il y a dans une machine comme ça, des fois, c'est des défis technologiques. Imagine que dans un iPhone, c'est 100 fois pire. Hein. Et pourtant, ça se démonte. Hein. Aussi avec beaucoup de précautions. Démonter un iPhone, moi, je le ferais pas. Hein. Alors, je n'ai pas précisé que ça concerne les MacBook Pro 13 pouces de 2016. Ça concerne deux générations, sauf erreur. Et vous avez une page sur le site apple.com qui vous indique exactement quels sont les deux modèles concernés. Donc, c'est c'est les MacBook Pro 13 pouces de 2016 avec 2 et 4 ports Thunderbolt 3. Et puis après, voilà, il y a un formulaire qui va vous permettre de vérifier que vous êtes bien concerné si vous avez ce problème. Donc voilà, ça fait cher. Le clavier, la nappe de l'écran, bon, alors pas sur tous, hein, mais quand même, c'est quand même problématique. Vivement qu'Apple arrive avec un tout nouveau MacBook Pro qui réglera ces problèmes une fois pour toutes. Il y en aura peut-être d'autres, mais au moins ceux-là seront Et moi, je pense que Apple devrait, je pense qu'ils en ont, mais en tout cas, s'ils en ont un, il faudrait qu'ils en embauchent un autre. Il faudrait à nouveau qu'ils aient un responsable de la qualité, parce que là, on parle des problèmes hardware, mais pour ceux qui sont passés en iOS 10.3, c'est juste un petit aparté de 3 secondes. Ouais. Ils ont sorti 10.3, ils ont sorti 10.3.1 en moins d'une semaine, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à nous sortir un OS sans bug, quoi. C'est dramatique. Moi, je l'ai pas faite, hein, la mise à jour en je sais plus 12.3. Toujours pas. Je me méfie. Donc, j'attends maintenant. Avant, je vous disais 48 heures. Maintenant, j'attends une bonne semaine. Bon. Enfin, je regarde ce qu'il y a dans la mise à jour, mais quand c'est juste incrémental, j'attends. Si c'est un truc hyper majeur, je le fais. Alors moi, j'ai pas fait la dernière de Morave. Moi non plus. J'ai plein de soucis de Wi-Fi avec la 10.14.5. Ah. Donc je me demande si j'aurais encore plus de problèmes ou peut-être moins, mais pour l'instant je ne bouge pas. Je vais pas la faire. Mais j'ai tellement de problèmes. Moi, vous savez, mon expérience, la dernière mise à jour, je voulais pas la faire et un quart d'heure avant iWeek, il me l'a faite pour moi et j'ai fait l'émission avec un iPad tenu à bout de bras. Hein, donc. Une grande réussite. Sur PC, c'est pire. Hein. Oh, oui. C'est pour ça que je dis PC. Une mise à jour que tu n'as pas demandé, je crois que c'est bien pire. Bon, allez, on va tourner la première page de cette émission pour passer au deuxième sujet. Et le deuxième sujet, c'est un truc qu'on attendait depuis longtemps, auquel on ne croyait pas. C'est le nouvel iPod Touch. Le nouvel iPod Touch, et oui Ellie, tu peux nous montrer ton mignon, je ne sais pas s'il est mignon l'iPod Touch, mais en tout cas il est arrivé. Alors, il ressemble à ça, si vous ne l'avez pas vu. Je connais quelqu'un qui aurait été sur le plateau qui s'appelle Jean-Christophe, il dirait « je vois pas l'utilité d'acheter ça ». Tu le connais bien. À force de regarder Ellie, tu connais bien. Bon, très sérieusement, alors, on a, je ne sais pas comment vous avez réagi quand vous avez appris la nouvelle, mais moi je croyais que l'iPod Touch allait finir par mourir de sa belle mort. Oui.
Ben, nous aussi, d'autant plus qu'Apple nous a demandé si on voulait garder une table iPod Touch dans nos showrooms. Ça fait quelques mois, on leur a dit non. Et par exemple, le magasin de Cannes qu'on a refait, comme vous le savez, il y a peu de temps, ils ont enlevé la table iPod Touch, il n'y en a plus. Alors du coup, c'est pas on va le mettre, hein, mais donc voilà, c'est comme ça. Et puis le prix, je parle du haut de gamme à 469 €, je trouve que c'est quand même cher pour ce que c'est. Bah, autant acheter un iPhone, non, enfin... Tout à fait. Oui. Enfin, moi, c'est ce que j'ai pas laissé. Il y a des iPhones 6S aujourd'hui, tu as 349. Hein. Bah oui. Et c'est un téléphone. Et il y a Touch ID. Parce que là, il n'y a pas Touch ID. S'ils visent les adolescents, ça ne marchera pas. Hein. Bon, alors, résumons, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui justifie? Le A10. Processeur A10. Oui, au lieu d'un A8, il y a un A10. Point. Bon, les capacités, c'est 32, 128, 256. Tout à fait. Oui, comme avant. Écran de 4 pouces. Comme avant. Voilà. Appareil photo, comme avant. Bouton Home, donc voilà, mais oui, pas de Touch, mais pas de Touch ID. Et donc, oui, la puce A10 Fusion au lieu de la puce A8. Oui. Voilà. Et la nouveauté, c'est les 256 qui n'existaient pas avant, c'est ça? Je suis pas certain. Mais comme c'est pas mon sujet de prédilection, l'iPod Touch, je peux pas te le jurer. Mais il me semble qu'on pouvait avoir du 256 quand même. Bon. Est-ce qu'Apple, ils n'ont pas fait ça pour les enfants à l'école, pour que quand une fois ils sont adolescents, ils achètent le iPhone? Alors, il y a deux fonctions pour ce produit. Le premier, je pense que stratégiquement, Apple avait besoin d'une petite console de jeu pour leur plateforme qui est sur le point de sortir un jour ou l'autre, qui est leur plateforme de jeu, dont on a déjà parlé longuement. Voilà, arcade. Et donc, arcade. Du coup, comme c'est du streaming, on n'a pas forcément besoin de beaucoup stocker. Donc, si on prend le premier modèle, pourquoi pas? Et du coup, ça leur permet de dire, voilà la console de jeu pour vos enfants, c'est l'iPod Touch. Mais tant qu'à faire, ils auraient pu mettre un écran au moins de 4 pouces 7 ou de 6, je sais pas. Bon, bref, c'est une petite console petite, hein, parce que je pense que même Swift fait mieux que ça. Mais ça, c'est la première chose. L'autre chose, et j'étais très très surpris, parce que il y a eu une foule de critiques dans tous les sites où il y a des commentaires. Si un jour vous voulez vous marrer, allez lire les commentaires dans MacG, c'est un best-of, c'est extraordinaire comme les gens se sont lâchés et j'étais vraiment plié de rire en lisant les commentaires pour une fois. Mais je le conseille. On peut en faire des morceaux choisis si vous voulez, on les a à l'écran, on peut vous en citer quelques-uns. Mais, ah bah vas-y. Écoute. Ils sont nés avant la honte, j'ai beaucoup aimé. Oui, c'est ça. Non, mais ils ont fait. Tu cherches. Je vous montre en gros ce qui change. Voilà. Donc les performances, alors c'est selon Apple, hein, évidemment, jusqu'à 2 fois supérieur pour les performances, graphisme jusqu'à 3 fois plus précis et prise en charge des jeux en réalité augmentée. C'est vrai que ça devient une fonction assez séduisante. Ça devient, tu as raison, plus qu'un baladeur musical, sujet que tu connais bien, Gilles. Ça devient davantage une console de jeu, en fait. Oui, tout à fait. C'était ce qu'on avait dit au moment de la présentation de la nouvelle plateforme à venir. Ben oui. Et par contre, je rejoins tout à fait Elie quand il dit que l'écran est, je dis pas que c'est minable, mais bon, c'est un petit peu rikiki. À moins que ça soit pour tester l'eau du bain. Pourtant, regarde, il est bien mis en avant sur l'Apple Store. Hein. Il y a beaucoup de blanc autour quand même. Bon, on va pas faire une sur l'iPod Touch. Non, allez, 2-3 commentaires vite fait. Il y a donc une fille qui s'appelle Claire qui dit « Quitte à faire les vides-greniers, il pouvait aussi dévoiler un iMac tournesol. » Donc, pourquoi pas. Il y a eu des trucs, ils se foutent de nous. Il y a des 250 balles pour recycler des composants d'iPhone 5 et le A10 de l'iPhone 7. Ils n'ont honte de rien. Bon, d'accord. Regarde, pourtant, Apple Arcade tournera dessus. Hein. Ah oui. Alors que on en parlera après, parce que iOS 13, il y a des téléphones qui ne marcheront plus avec, il va y avoir des surprises. Il y a beaucoup des catastrophes. L'iPhone 6, justement. Ne tourne pas. Moi, tous mes iPads et mes iPhones,
Même le 6S tournera pas. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, bref, il y en a des comme ça plein. Mais dans cette liste énorme de commentaires, on a trouvé un commentaire qui n'est pas d'accord. Et on a trouvé quelqu'un qu'on connaît et que maintenant vous connaissez car il était à Command IT. Donc, monsieur Johan Gini, donc ACN, qui lui conseille vivement à tous les administrateurs de réseau et à tous les techniciens d'acheter d'urgence un iPod Touch parce que, dit-il, c'est un outil indispensable pour les administrateurs de réseau. Il ne dit pas pourquoi et j'attends qu'il nous explique, mais d'après lui, c'est le produit de l'année. Bon. Bon. Et ben voilà. Curieux. C'est très sérieux. Ah oui, c'est écrit. Il l'a écrit. Bon, alors, en tout cas, l'iPhone du mois de septembre, on va appeler iPhone 11, parce que tout le monde l'appelle iPhone 11, il pourra embarquer 2 Bluetooth. Yes. Quel sera l'avantage? Écoute, la première chose qu'on a vue, et c'est de là qu'est partie la fuite, c'est qu'on pourrait connecter 2 AirPods en même temps, c'est-à-dire en fait 2 paires d'AirPods, ce qui veut dire que plutôt que de partager dans un bus, comme on voit souvent des jeunes filles qui prennent un écouteur chacune pour essayer de faire écouter à leur copine la chanson, ben là, avec 2 paires d'AirPods, chacun peut écouter en stéréo. Yes. Et ça existe, je crois, chez Android aussi. Hein. Ah, c'est possible. Il me semble. Moi, Android, je ne connais pas trop. Mais on a un bruit bizarre. Je ne sais pas qui fait qui ça vient. Je ne sais pas d'où ça vient. Il y a un bruit un peu d'aspirateur. C'est pas ici. Et le retour de Touch ID dans l'iPhone en 2020. Attends, il y a un truc très important dans le double Bluetooth. Alors on y c'est qu'on doit pouvoir l'utiliser avec 2 appareils différents, comme des lunettes éventuelles. Et oui. Ou alors une Apple Watch et un CarPlay. Enfin, toutes les combinaisons sont possibles. Tu as raison. C'est tout à fait vrai. Bon, en fait, ce serait l'équivalent de 2 prises jack, en fait. Oui. Mais t'imagines, comme c'est un truc qui va sortir, ça va sortir donc en septembre avec un peu de chance, disponible certainement en octobre, pour des lunettes qui sortiraient avant la fin de l'année, qui pourraient peut-être être annoncées en même temps, mais qui sortiraient avant la fin de l'année, ça serait parfait. Ça serait génial. Et je ne sais pas si vous avez vu, ça n'a rien à voir, mais je vous le dis au passage parce que je les ai vus hier. Bose va sortir des lunettes audio, c'est-à-dire en fait c'est des lunettes qui ressemblent à des Ray-Ban et qui ont en fait une électronique qui envoie l'audio ici. Donc en fait, par résonance dans le crâne, vous mettez ces lunettes qui sont des lunettes de soleil en fait, et vous écoutez la musique sans avoir quelque chose de branché dans l'oreille ou qui pendouille de l'oreille. Et je ne les ai pas écoutés parce que c'est un produit qui sort dans quelques semaines, mais ils disent que le son est génial. Et que du coup, vous avez vos lunettes de soleil et vous écoutez votre musique et vous pourrez prendre des coups de fil, puisque évidemment, vous touchez, vous prenez le coup de fil. Donc, c'est une technologie militaire. Oui, les lunettes Apple, c'est prévu, ils vont me le montrer à la fin de l'été. Ouais, bon. Ah, peut-être. C'est prévu. En même temps que les iPhones, alors, du coup. Hein. Donc, on verra, pas sûr, hein, on verra. Ouais. C'est le fameux chinois qui... écoute, ça peut coller parce que la fin de l'été, c'est le 21 septembre. Les annonces Apple, c'est toujours première quinzaine de septembre. Hein. Donc, moi, j'y crois. Bon, et puis si on prend un an d'avance, donc je le disais, on pourrait retrouver un Touch ID intégré à l'intégralité de l'écran, en fait. Oui. Ce serait bien ça. Alors, pourquoi ? Parce que Apple a essayé le 3D Touch, que nous avons tous essayé, mais sauf que personne ne s'en sert. Ah ouais, c'est dingue. Donc, du coup, comme certains concurrents disent, mais nous, on sait faire du Touch ID au-dessous de l'écran, donc ça a dû un peu piquer leurs ingénieurs, et ils doivent se dire, nous, tant qu'à faire, on peut le faire aussi, sauf qu'on peut le faire n'importe où dans l'écran, mais à la limite, presque, on peut garder Face ID. Donc, en fait, on fait la double sécurité. On est plus sûr que les sûrs. Donc, on fait Touch ID, Face ID. Tiens. L'œil et le doigt. Exactement. Ça, c'est le deuxième effet, c'est l'effet qui se coule avec le lapin qui sort à ce moment-là. Ne rigole pas, Eddie. C'est un processus qui est inhérent à l'évolution.
vous vous souvenez de Darwin, l'évolution des espèces, qui était le motto de macOS 10 tout au long des années 2000. Et en fait, on se rend compte quand on regarde l'anatomie, en particulier en neurologie, c'est que quand une fonction est dépassée et remplacée par une autre plus évoluée au fur et à mesure de l'évolution des espèces, l'ancienne ne disparaît pas complètement, elle continue à fonctionner en sous-main, et celle qui est la plus évoluée et qui est apparue ultérieurement pour une raison ou pour une autre cesse de fonctionner, c'est l'autre qui prend le relais. Mais c'est également très inhérent à la façon de fonctionner d'Apple. Souvenez-vous, dans l'interface même de macOS 9, il y avait diverses façons d'effectuer la même tâche. J'aime quand Gilles nous parle d'anatomie. Oui, j'adore. Le côté darwinien, c'est assez étonnant. Gilles, ça vaut de la sagesse. Bon, mes amis, il nous reste un petit quart d'heure. On a encore deux sujets à voir. Je propose qu'on enchaîne. Un test. Et un test. Justement, deux sujets, dont un test. Et oui. Donc, je vous propose qu'on passe tout de suite au test avec Gilles. Et puis, on terminera évidemment avec les dernières rumeurs qui concernent la WWDC. À tout de suite. Et oui. Et cette marque que Gilles a testée, elle s'appelle Tado. Tado qui a sorti donc un contrôleur intelligent pour système de chauffage ou de climatisation, ou les deux, Gilles. Qu'est-ce que c'est exactement cette chose? C'est un contrôle de climatisation, de climatiseur. Alors c'est pas une nouveauté. Ils ont déjà fait une première version depuis, c'était de mémoire en 2015, je pense, ou 2014. On en était à la troisième version. Cette troisième version était compatible Alexa et Google Home, je ne sais plus comment, quelle est la terminologie. Et il y avait la version 3 n'était pas compatible avec HomeKit pour des raisons de Wi-Fi, pour des raisons de normes. C'est pour ça qu'ils l'appellent 3+, maintenant, c'est ça? 3+, c'est ça. Les anciennes, pour avoir accès au label HomeKit, il fallait avoir un Wi-Fi 802.11n. Ce qui n'était pas le cas. Je me demande bien pourquoi du reste de la gamme. Mais Gilles, donc, oui. Entre nous, on va pas se mentir, la domotique à installer, ça reste un truc de geek. Tout à fait, mais ça c'était. J'adore. Pardon. C'était pas ta relance. C'est pas grave. J'adore. Voilà, comment ça s'est passé pour toi alors? Oui, mais c'est pas grave. Ça me fait plaisir quand même. C'est pour moi. Alors, je vais vous dire, on a un texte écrit à la virgule près. J'ai légèrement changé, mais très peu. Allez Gilles, à toi. J'ai installé la première version de contrôle de climatisation lors de la sortie, le thermostat intelligent de la même marque. J'ai même fait un essai du concurrent Netatmo. Alors, quelles que soient les qualités du produit. Non, t'entends. Vas-y. L'installation. On voit la vidéo. Et surtout la synchronisation avec le réseau Wi-Fi, ça ressemble à ce que mon Phil Schiller préféré appellerait a pain in the ace. A pain in the ass. Ass. Ace. Un petit problème dans le derrière, quoi. Oui. Là, je m'étais dit, ils en sont à la troisième version, ça devrait bien se passer. Bon, et concrètement, alors Gilles?
Ben, concrètement, j'attends le retour du support technique. Ah, ça, c'est du test. Hein. J'exagère. Ça fonctionne, le logiciel est plutôt en progrès, mais c'est toujours pas reconnu comme un accessoire HomeKit. C'est quand même gênant parce que c'est le principal intérêt de la version. Ouais, bon, je vais repasser la vidéo, sachant que j'ai pas la deuxième. Donc, vas-y. On fait comme convenu. Hein. On fait comme convenu. Donc, normalement, au début de l'installation, on rentre le code de l'appareil dans le logiciel, dans l'app de l'iPhone. Ensuite, il y a un flash code à rentrer, à faire reconnaître par le logiciel, et il va récupérer toutes les coordonnées. Voilà. Et c'est là que ça a commencé à coincer. Le flash code n'a jamais été reconnu par mon iPhone XR sur le logiciel de Tado, mais pas de façon satisfaisante, puisque après plusieurs réinitialisations et l'aide du support en ligne, j'ai essayé avec l'iPhone 6, ma douce moitié, lui, il l'a reconnu comme déjà enregistré. On était coincés. J'ai tout repris à zéro ce matin à partir de l'iPhone 6, non pas à partir de l'application Tado, mais depuis HomeKit. Ouais. Sauf que l'intégration HomeKit a marché, mais pas la commande. Sauf l'intégration au programme HomeKit lui-même, et donc pas de commande par Siri. Alors, donc le résultat, si je peux me permettre, Gilles, de ce que je comprends, le résultat, c'est que maintenant, tu as un contrôleur qui est enregistré dans HomeKit, mais qui ne marche pas. C'est-à-dire que tu lui dis, il est là, je veux monter la température. Ah ben non, je ne peux pas, mais il est là. C'est bien. Il n'est même pas présent. C'est HomeKit qui me l'a reconnu, mais il n'est pas présent parmi les accessoires HomeKit. Alors, il fonctionne très très bien avec la nouvelle application. Il fonctionne très très bien sur l'ordinateur avec la web app, mais il n'y a pas la fonction Siri. Ouais. Mais rassure-moi, est-ce que ça fonctionne avec Alexa au moins? Alors, ça, je n'ai pas essayé, je n'ai pas d'Android sous la main, mais il ne manquerait plus que ça. Bon. En un mot et pour conclure, Gilles, tu déconseilles? Non, je conseille. Tu conseilles surtout de ne pas se précipiter. Je conseille surtout de ne pas se précipiter. Ah ouais, d'accord. Ou pour les masochistes, éventuellement. Bon. Et ça vaut combien pour que ça ne marche pas? Alors, ça vaut 99 €. 99 jusqu'à fin août, avec la gratuité de l'application V3+, qui était par abonnement et qui coûtait 24,99 € par an. Bon. Oui, c'est pour ça que c'est pas pris. Pour moi, c'est le seul point le plus gênant, l'entrée dans ce modèle économique de l'abonnement. Bon. Donc, je vous tiendrai au courant. Ouais. J'attends toujours le retour du support, quoi. Mais on se moque, mais c'est bien de tester les appareils qui ne marchent pas aussi, parce qu'on vous prévient. Ah oui. Voilà. Si vous hésitez en ce moment, n'hésitez pas trop sur le Tado. Voilà. Ça motive parce que comme ça on peut mettre de côté pour les futurs MacBook Pro à 16 pouces écran OLED. Ça fait 99 € que vous n'utilisez pas pour rien. En tout cas. Voilà. Mais en tout cas, les débuts du contrôleur de clim précédent a été aussi un peu difficile. Ouais. Les débuts de contrôle de chauffage également, l'installation a été un peu compliquée, mais ça marche vraiment très bien. Bon. Donc c'est vraiment un problème de démarrage, je pense. Bon. Merci Gilles. Il nous reste, pas beaucoup, et je sais que vous voulez qu'on en parle avant de se quitter. Donc tout de suite, si vous ne l'avez pas vu, petit rappel de ce qui se passe lundi prochain. Watch, édition spéciale. Good morning.
morning and welcome to WWDC. Lundi 3 juin, dès 18h30 sur Watch, ça recommence. On est en direct ensemble pour 2h30, 3h. Ce soir, c'est la keynote Apple. Avec peut-être le successeur du Mac Pro qui avait fait dire à Phil Schiller cette réplique mythique. Can't innovate anymore, my ass. 6 ans plus tard, quelle surprise Tim Cook réserve-t-il The Mac is more than a product to us. iWeek spécial avec la keynote en duplex de San José au cœur de la Silicon Valley. Découvrez avec nous les premières images d'iOS 13, du successeur de Mojave et les nouvelles versions des systèmes de l'Apple Watch et de l'Apple TV. Alors rendez-vous avec toute la bande lundi 3 juin dès 18h30 en direct sur Watch pour cette iWeek spécial keynote. Thank you very much. Watch, édition spéciale. Bon, voilà, vous savez tout. Juste un mot pour Patrick Trouche sur Twitter qui me disait tout à l'heure, il y a un problème de diffusion, il y a un quadrillage qui apparaît à l'écran et c'est pas le même que celui du multi-correspondant. Autrement dit, celui-là, effectivement, c'est de ma faute. Vous voyez, le petit menu que j'avais joué sur la gauche de l'écran, en fait, j'avais mis des repères que j'ai oublié d'effacer. Moi, je croyais que c'était moi qui avait un bug. Voilà, le truc de débutant, du coup, c'est normal, ces petites lignes fines, c'est moi qui les ai créées et j'ai oublié de désactiver le calque en créant l'habillage. Je suis vraiment navré, ne m'en voulez pas trop. Voilà, donc c'est lundi prochain, 18h30 heure française. On sera là, fidèle au poste évidemment, pour vous faire vivre cette keynote avec Tim Cook sur scène, Phil Schiller, Craig Federighi, iOS 13, le successeur de Mojave, macOS, Apple TV, WatchOS et le Mac Pro peut-être sans doute. Juste pour vous sachiez, le Mac Pro, ça fait rêver pas mal de monde. Donc on trouve sur le web toutes sortes de concepts. Et puis il y a ce fichier. Alors je ne sais pas trop quoi en penser. Un peu le Mac Mini. Est-ce que c'est une vraie fuite? Est-ce qu'il pourrait ressembler à ça? Ou est-ce que c'est un fake complet? Qu'est-ce que vous en pensez, les garçons? Il y a un peu. Un peu quoi? Parce que j'avais vu un site, ils avaient pris la forme du Mac Mini pour faire un Mac Pro un peu plus épais et qu'on pouvait mettre un sur l'autre. Il y avait un système comme ça, ils avaient fait. Après, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Bon, en tout cas, on sera fixé lundi prochain. Elie, toi, qu'est-ce que tu disais que le Mac Pro serait pas montré lundi? On est parti sur un trend de faire des petites annonces avant la keynote hardware, puisqu'on a eu le MacBook Pro plus les iPod Touch. Attention que reste demain et après-demain, puisque demain aux États-Unis c'est pas férié. Vendredi, c'est pas férié non plus, donc ils peuvent nous faire 1 ou 2 annonces de plus et faire une keynote complètement software destinée aux développeurs. J'y crois pas. Ils sont capables. Je suis sûr que le Mac Pro arrive lundi. Je vais me tromper, mais allez, parce que on est 4. Allez, en 5 secondes, qui pense que le Mac Pro arrive lundi? No. Moi. Moi je pense que l'écran. Que l'écran? Non, l'écran ne peut pas arriver tout seul, donc il y aura le Mac Pro avec. Un Mac Pro avec écran, et toi, Fred? Mac Pro ici, parce que comme c'est un truc développeur, autant le présenter. Bon. Eh bien, on verra lundi. On espère que vous serez au rendez-vous. Faites passer le message, retweetez-nous, partagez sur Facebook. Toute la batterie de réseau est à votre disposition pour faire savoir qu'on est là lundi, fidèle au poste, 18h30 pour cette spéciale keynote de la WWDC. Merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous. Merci à tous. Vos messages sur Twitter, j'ai pas eu le temps de lire les derniers, mais on se rattrapera, promis, lundi. Merci. Sur Watch, la soirée continue. Ne perdez pas de vue l'essentiel, c'est le principal. Passez une très bonne soirée sur Watch, où les programmes continuent. Et à 22h, Ciné-Watch avec Alan Blanc-Villain, ses invités et toute l'actu ciné en direct. Salut à tous. Et si je perds, je paye le café. Salut.